Bonjour, on fait une petite vidéo pour faire un rachat. Et oui, j'ai eu un petit lot qui est arrivé et ça fait très très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo de rachat. Donc là, je prends appui sur ce petit lot et je vais vous faire découvrir un peu le tri, la récupération du lot. J'ai fait quelques vidéos pendant que je faisais ça. Là, c'est fini, le deal est terminé et tout. Mais au moins, comme ça, je peux vous donner une meilleure idée et faire un peu vivre l'aventure, si je puis dire. Allez, go! Et voilà, un petit colis qui arrive. Mon dieu, le relais. Je vais vous montrer l'épaisseur à peu près. C'est moi, Fauvel. Tac. Il y a normalement environ 6 à 7 000 cartes. Donc on va pouvoir ouvrir tout ça. On ouvre ensemble. Donc ce lot, j'ai aucune idée de ce que c'est. Je sais juste que euh, c'est du vrac en l'occurrence. Il y a un peu de récent, genre de l'Inistrad et tout. Bon là c'est de la grosse promo Nike. Voilà, donc il y a des boîtes. Il y a des boîtes, c'est à peu près trié d'une manière ou d'une autre. Il y a des sleeves ici. Et il y a un petit classeur sur le côté. Je savais pas qu'il y avait un classeur. Donc le lot part en estime. C'est-à-dire que je vais passer toutes les cartes, je vais regarder, je vais mettre de côté ce qui a de la valeur. Je vais faire mes tris et puis je vais proposer un prix de rachat par rapport à la cote de l'ensemble des cartes. Et puis je verrai avec l'acheteur directement. Alors j'ai commencé le tri, je suis du bol parce que enfin j'ai du bol, j'ai commencé par le non moderne, j'ai pris les cartes qui venaient directement du carton. J'ai trouvé un premier coffre de la coterie, donc j'ai mis de côté un peu les petits spoilers du lot, on va dire, au fur et à mesure. Donc de la coterie ça coûte environ 10 euros, c'est une bonne carte. S'en est suivi une enchanteresse argotienne Pléiade, mais elle est vraiment vraiment dévastée. Et un barin qui c'est un sorcier bleu là au milieu. Donc les cartes au milieu. Là j'ai mes tas de tricks différents sur l'écran. Un playset de Counterspell. Ensuite je pop un éléphant rose. Et oui, le fameux Fédagriffe. Donc ça c'est une carte marrante. Et puis ça cote encore un peu. Enfin ça avait Spike, mais bon c'est pas un truc énorme énorme. Et puis dans les communes, ben tombe la fameuse étude heuristique. Donc là je suis assez content de trouver ça parce qu'il y a quand même pas mal de cartes prophéties qui traînaient dans le lot, donc j'attendais. Derrière on voit que j'ai trouvé aussi une fusion et quelques autres cartes. Je me souviens plus exactement lesquelles c'est à ce moment-là. Donc c'est toujours sympa de trouver des communes à 20 balles. Ensuite je tombe sur deux parallèles live. Ce qui était marrant dans le lot c'est qu'il y avait des rares qui se baladaient avec des communes co, donc il y avait toujours un petit peu de... un petit peu... Enfin il fallait quand même être assez attentif parce que de temps en temps il y avait des cartes à 20 balles qui se baladaient au milieu des communes co, ce qui est assez rare. Ensuite on tombe sur deux trophées de l'assassin, ça vaut plus énorme ça maintenant, et des Vraska. Ce qui vaut pas non plus énorme, mais bon, pendant un moment, trophée, ça valait plus de 10 balles, maintenant c'est 4 balles, 4 balles 50, 5 balles, c'est pas... C'est toujours joué, mais ça a dû être réédité, je pense, je suis pas complètement certain. Enfin bref, en tout cas, c'était quand même déjà assez sympa de trier ça, comme je disais. On tombe sur une visite divine, donc ça a été réédité, ça avait spike de ouf cette carte, et aussi il y a deux fonderies sacrées, donc on verra après que c'est pas enfin c'est les premiers terrains, on va dire en mana base qui tombent, mais c'est pas les derniers. C'est assez cool. Il y a quand même des trucs sympas. Et c'était la fin du premier carton. Donc le premier carton était fini. Donc j'ai entamé le deuxième carton. Donc il y avait des boîtes. Il y avait quelques boîtes. Là on voit il y a une boîte Urza, ce qui est assez rare de tomber sur des anciennes box. Bon, moi j'en fais pas grand chose, je stocke. Mais bref. Et donc dans ces boîtes, il y avait deux boîtes où il y avait que des rares. Donc je tombe sur deux vies parallèles supplémentaires. Quelques autres cartes sympas. Il n'y a pas de cote énorme. Il y a la Givre qui vaut 5 balles. Le Comté de Gavoni ça va un petit peu. Diragdo ça va un petit peu. Mais c'est pas des. C'est sans rapport. Et puis là on commence à tomber sur d'autres cartes sympas. Donc des vraies cartes. La Faille Cyclonique ça respike encore. Ça vaut une fortune. Enfin, ça vaut un peu moins cher qu'une fondrière bien sûr. Mais c'est pas le même type de carte. Et Collagen Common aussi ça s'est pété la gueule. Ça, parce que ça a été réédité, donc ça vaut un peu plus rien. Mais c'est comme une bonne carte, c'est joué et tout. Après, donc une crypte de sang, une abbaye, Arline Corps, c'est pas des grosses cartes, mais bon, je voulais essayer de montrer qu'il y avait quand même pas mal de rares, j'ai pas trop réussi avec les photos. J'ai fait ce que j'ai pu, parce que j'étais dans le tri en même temps, donc c'était pas ouf. Donc là j'ai mis deux petites lanternes parce que en fait j'avais fini l'état de rare et du coup j'étais en train de trier les communaux et je suis tombé sur deux lanternes. Ça... Oh, ça illumine le chemin. C'est une disparition inexpliquée. Non, je déconne. Enfin bon bref, du coup j'ai fait tout le tri. Après je commençais à tomber sur quelques Unco qui valent le coup. Je fais la photo parce que j'aime bien Vandal Blast, enfin ça le Vandal.
Ça s'est bien vendu, j'ai été en rupture totale, donc voilà. Et puis c'est tout. Voilà, on arrive à la vidéo. Il y a le manager qui est là. Et il va nous surveiller pendant qu'on ouvre le classeur. Alors, c'est parti. Hop. Je vois un ange exalté, 2 convergences célestes. C'est pas ouf. 2 veilleurs de la fontaine, un guide karmique défoncé. Ok, bon, ça va pas être un classeur de ouf. Dommage. Hop. Une petite vidéo pour le classeur. Du coup, j'ai dépioté. J'ai trouvé 2 veilleurs, 2 convergences, un ange exalté, un secret commerciaux foil, donc carnage, et un Vallon de Lotus, c'est sans doute la carte la plus chère. Enfin, un secret commerciaux, ça vaut sans doute pas mal, mais bon, c'est pas une grosse carte jouée. Et le Vallon de Lotus, il est en mauvais état. Et après, il y a toute cette carte qui sont pas intéressantes, enfin, des trucs de merde, quoi. Mais c'est surtout du non moderne, donc c'est toujours ça. Et voilà, le tri est maintenant terminé. Donc après, je me suis tapé donc simplement donc déjà regrouper donc les cartes spoilers qui sont vraiment de la valeur et après récupérer tous les petits tags que j'ai. Donc je fais des systèmes de tri où je mets commune Unco, les anciens non modernes, par exemple le géant de magma en portal. Ça c'est une carte qui est sans symbole dans le sens où elle peut pas avoir de symbole doré, qui est ancienne. Donc après il y a différents types de tri qui permettent de bien séparer les cartes et après de pouvoir les assembler là où elles doivent être et faire les dispatchs. Et donc je me sers de ça aussi pour pouvoir faire les estimes, c'est-à-dire que je vais prendre un tas, je vais faire une estime de tel truc, tel truc, tel truc. Et donc là pour les Unco par exemple, il n'y a pas énormément d'Unco qui sont cotés, on va dire, dans le sens où qui valent plus de 50 centimes quoi. Moi je vais séparer en grosso modo les cartes communes Unco, enfin les cartes Unco d'un côté et communes de l'autre. Et dans cet état-là, je vais regarder les cartes qui ont vraiment un minimum de valeur. Parce que moi je vais garder un certain nombre de cartes qui ont quasiment pas de valeur parce qu'elles se vendent, mais elles se vendent à 20 centimes les 4, quoi. Mais c'est quand même des cartes qui valent le coup d'être gardées parce qu'elles sont jouées. Par contre, en termes de valorisation, ces cartes-là, elles sont... bon, je prends une pile, je regarde ce que c'est, quoi. Mais dans cet état-là, il y a quand même des cartes qui ont de la valeur. Par exemple, les counter spells, je vais pas les payer 5 centimes, quoi. C'est quand même, je vais quand même les réussir à les valoriser un peu plus que ça. Surtout si c'est des éditions anciennes. Là, bon, Mercadia, c'est pas nul pour des counter spells, quand même. Donc c'est ce genre de petits détails-là qui comptent aussi. Donc sinon, j'ai pris mon tas de staples, ça fait ça à peu près. Après, il y a quelques cartes qui valent pas grand-chose dedans parce que je fais quand même des vérifs à chaque fois, il y a des prix qui changent. Mais par exemple, il y a des cartes comme Parallel Lives, donc il y en a 4 en anglais. Ça, c'est une carte qui est quand même assez recherchée. Donc ça fait plaisir d'avoir des cartes comme ça parce que moi, j'en ai pas si souvent que ça entre les mains. En général, elles sont quand même gardées et jouées. Il y a aussi 4 études heuristiques. En fait, je sais pas si j'ai fait la photo des 4 au niveau du tri. Il y en avait 4. Donc ça, si on ne connaît pas la valeur de ces cartes-là et qu'on passe le lot, c'est des communes et ça représente 80 euros de cote. Enfin, c'est beaucoup, quoi. Pour 4 communes, c'est beaucoup par rapport à l'ensemble du lot. Donc sinon, il y a quand même un peu il y a comme une partie de la valeur qui est sur la mana base, donc ça fait assez plaisir de faire ça. Et le fait de passer donc en estime, c'est-à-dire d'envoyer le lot, moi ça me permet de prendre le temps d'étudier les cotes et de vérifier tout. Après, il y a quand même un gros paquet de cartes qui n'ont pas de valeur, évidemment, enfin n'ont pas beaucoup de valeur, mais qui sont pris en compte d'une manière ou d'une autre. Les rares, elles sont cotées à 10 centimes en estime. Tout ce qui est commune Unco, c'est valorisé aussi. Donc ça fait partie d'un ensemble, et à partir de ça, on fait une cote, et donc dès que j'ai fini mon estime, j'ai appelé le client, et j'ai pu voir avec lui directement. On s'est mis d'accord sur 335 euros, et on est sur une estime qui est un peu en dessous de 500 euros de valeur. Tout est pris en compte, donc on a d'un côté les staples, après on a les rares en quantité, on a après les communes cotées gardées, puis les communes gardées, les unco cotés, les unco gardés, le vrac, c'est-à-dire la masse de cartes qui a déjà été triée, qui n'est rentrée dans aucune catégorie. Donc tout ça c'est pris en compte, c'est calculé. Alors il y a différents calculs, par exemple les rares, elles sont prises à 10 centimes pièce. Il y a aussi le vrac, donc le vrac il est pris à 3 euros du kilo.
mais c'est du brut, c'est-à-dire c'est pas 3 kilos en estime. Parce que sur une carte, mettons, qui vaut 100 euros, que je vais acheter à 65% de la cote, je vais l'acheter à 65. Alors que 3 euros du kilo, il n'y a pas 65% de la cote de 3 euros, c'est 3 euros brut. Bon, après, voilà, c'est toujours un peu pareil pour Boubouté, mais c'est ce qui permet aussi d'avoir un prix de vrac qui est fixe. Et c'est quand même vachement plus facile pour moi parce que comme ça, je sais à combien j'ai payé telle quantité de cartes. Parce que sinon, en fait, il peut y avoir des collections où les cartes sont par exemple en mauvais état de manière générale, ou alors s'il y a beaucoup de foils, il y a beaucoup de valeurs de foils dans la collection. Donc des fois, je peux faire un split pour pouvoir bien équilibrer, pour que moi j'ai un prix de rachat qui soit plus adapté par rapport au type de carte qu'il y a. Et donc, le fait, enfin, on peut pas harmoniser les prix, c'est quand même vachement plus facile de savoir exactement à combien on a, on va dire, la matière des cartes, notamment pour pouvoir refaire des lots, pour pouvoir faire des lots de découverte, faire des lots pour pouvoir donner une petite variété de Magic et à peu de coût, à moindre coût, comme on dit. Donc voilà, donc sur ce lot-là, c'est quand même sympa. En plus, bon, là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas énormément de valeur au niveau des foils. Il n'y a pas une foil à 200 euros qui est un peu casse un peu les couilles à placer au niveau de l'évaluation totale de la collection. Il y a aussi beaucoup de valeur qui est basée sur de la mana base. Enfin, beaucoup de valeur. Il y a une partie de la valeur, c'est sur des mana base. Il y a quelques fetch, il y a quelques shockland. C'est quand même pas non plus négligeable. Parce que ça, c'est quelque chose qui est plutôt bon, dans le sens où, je sais pas si vous connaissez un minimum Magic, mais acheter des bilans, acheter des fetch, etc., ça a quand même été plutôt rentable dans la vie de Magic. Même si, bon, si on a acheté 250 fetch chez Zendikar il y a 3-4 ans, là on est moins bien. Mais sinon, même en ayant acheté des fetch Carnage relativement chers, on est encore très bien maintenant. Et les fetch Ken of Sarkir, ils ont fait entre x2 et x3 quasiment maintenant depuis la sortie, quoi. Enfin, il y avait des landes venteuses qui étaient à 8-9 euros pendant un moment, quoi. Enfin, ça avait descendu beaucoup, quoi. Ça a fait x2 par rapport à ce niveau de prix-là, ça a rebondi beaucoup. Et pourtant, c'est pas jouable en pionnier, quoi. Enfin, donc, c'est quand même une tendance de fond. Après, c'est des cartes qui ont déjà été rééditées, donc on a une meilleure visibilité des prix, mais Magic va quand même continuer de rééditer les fetch, donc faut pas non plus mettre tous ses œufs dans le même panier. Après, si on a les moyens, on peut acheter des bilans, hein. Ça, c'est mieux, hein. Enfin, en termes de spéculation, d'investissement. Si on va acheter de l'immobilier, on peut acheter des terrains Magic, c'est pas mal. Bref, donc je vais continuer sur l'autre bout de ma vidéo. Sinon, le lot est toujours sympa. En plus, ce qui était bien, c'est qu'il y avait quand même des cartes qui étaient réparties un peu partout, donc il fallait être vigilant par rapport au tri. Et il y a quand même des petites découvertes. Après, bon, évidemment, le panard, c'est de tomber sur 2-3 trucs qui peuvent être vraiment game breaker par rapport à la cote. Bon, là, il n'y en avait pas. Et j'ai trouvé la seule. Enfin, dans le classeur, il y avait les secrets commerciaux qui étaient folles en carnage. Mais ça vaut une dizaine d'euros. Et c'est pas une carte qui se vend, quoi. Enfin, ça intéressera jamais personne quasiment. Mais de temps en temps, on peut tomber sur, je sais pas, n'importe quoi, une Deranged Hermit foil, et là c'est waouh, ok, c'est dans bon état, c'est 500 balles pièce, quoi, ou un Grim Monolith foil, je sais pas, j'en sais rien, mais il peut y avoir des trucs de ouf, quoi. Donc ça peut être sympa. Bon, là il y en avait pas, mais bon, c'est pas dramatique. C'est toujours agréable de découvrir un lot et de trier, et justement donc ce qui a été assez marrant, c'est que dans l'envoi, notre ami m'a mis quand même comme convenu par mail, voici la collection de cartes que je souhaite revendre. Elles ne sont pas triées. J'espère que ce ne sera pas trop pénible de tout trier et évaluer. Ah bah oui, c'était dur, je me suis fait chier, hein. C'était vraiment très désagréable de faire ça. Envoyez-moi des cartes. Je veux trier plus de choses. Enfin bref, c'était quand même sympa. Mais sinon, sur le rachat par Steam, c'est quelque chose qui est vraiment bien dans le sens où moi, je peux voir les cartes, je peux voir l'état des cartes, je sais ce qu'elles valent, je peux estimer combien ça vaut, et après, il faut se mettre d'accord. Moi, je vais pas racheter non plus à des tonnes de prix, mais si quelqu'un m'envoie une collection et il sait pas ce que ça vaut, ça donne une sécurité dans le sens où je vais pas lui racheter à un 50e de la cote, quoi. Bon, après, c'est quand même rare d'avoir énormément de valeur, mais ça peut arriver. Surtout qu'il y a quand même beaucoup de cartes qui ont pris de la valeur. Dans le sens, dans les anciennes cartes, il y a le nombre de petites communes, comme là par exemple les études heuristiques qui ont pris énormément de valeur. Enfin, une étude heuristique, il y a
il y a 3, 4, 5 ans, ça valait 3 euros, quoi. Enfin, maintenant, ça en vaut 25. Donc, s'il y a quelqu'un qui a ouvert, je sais pas, 5 boîtes ou 6 boîtes de prophétie, qu'il en a 10 dans sa collecte, ça monte, quoi. Et s'il y en a une ou deux de foil, bon, voilà, on peut s'amuser, quoi. Donc, c'est aussi ce genre de truc-là. Et encore, là, on est sur des éditions qui sont bon, anciennes, d'accord, mais pas si anciennes que ça. Parce que si on commence à aller chercher du Tempest, du Stronghold, qui a oh tiens, j'avais un carré de Renslivo, oh tiens, je pense que ma collection vaut 50 euros. Oui, bah non, un 4 Renslivo, c'est 800 balles, c'est minimum. Enfin, si elles sont en bon état, toujours pareil, mais c'est des valos qui peuvent monter vraiment vite. Donc, c'est aussi intéressant d'être expert, parce que trier, c'est bien, mais savoir ce qu'on cherche, c'est mieux. Donc c'est aussi bien quoi. Et moi je préfère aussi en toute transparence acheter ce que je vois en fait. Moi ça me sécurise. Moi je m'en fiche. Le but de toute façon de toute boutique c'est pas d'acheter, de tomber sur un lot qu'on achète 50 balles et qui en vaut 5000. Moi c'est pas intéressant. Ça arrive une fois tous les... une fois par vie peut-être, quoi, je sais pas, une fois tous les 10 ans d'acheter un lot qui vaut 100 ou 100 fois, enfin 1000 fois le prix qu'on a payé, quoi. Mais pour pouvoir toucher ce lot-là, ça veut dire qu'on va acheter à l'aveugle des dizaines et des dizaines de lots, et dans ces dizaines et dizaines de lots, on va se tromper plein de fois. De temps en temps, non seulement on va acheter trop cher, mais en plus on va même pas s'y retrouver parce qu'on va surpayer des choses, quoi. Et c'est pas le but, quoi. Moi je préfère acheter 1000 euros de cartes qui en valent 1600 et comme ça réussir à faire mes 300 euros de marge. Et même après, si jamais les cartes montent ou si j'arrive à les vendre plus cher que la cote, moi je peux faire mon beurre. Et si j'ai suffisamment de capital, bah, ça peut m'apporter un revenu qui est un revenu sur le capital qui est suffisamment grand. Après, évidemment, quand il commence à y avoir des tonnes et des tonnes de cartes, ça devient compliqué, quoi. Mais la seule limite, c'est le poignet, hein. Moi, j'ai déjà trié 200 000 cartes en 96 heures. Voilà. Mais encore, je devais faire les envois à un moment. Donc, ça se fait, quoi. C'est pas long. Après, c'est vieux s'il y a de la valeur dedans. C'est quand même vachement plus enthousiasmant. Mais bon, si c'est de la commune co dégueu, ça se fait quand même aussi, hein. De toute façon, c'est toujours pareil. Il y a toujours des petits trucs. Des counterspells, des messes noires, des communes sympas. Voilà, bon, je vais pas rester plus longtemps. En tout cas, le système de rachat est toujours fonctionnel pour Magic Rush MTG. Donc, vous pouvez voir sur mon site comment ça se passe. Donc, je vais racheter environ entre 55% de la cote pour les cartes vraiment en mauvais état et les foils en particulier, parce que les foils, c'est très dur à vendre. Et après, si je vais monter jusqu'à 65% de la cote selon les lots, je peux aussi faire des prix spéciaux selon la nature des cartes. Mais grosso modo, cette fourchette-là, sachant que je suis professionnel et que je paye 14% d'impôts, c'est qu'il y a des frais de plateforme. Donc c'est pour vous donner une idée, et il y a aussi des frais de paiement souvent, quoi. Pour vous donner une idée, si on est sur eBay et qu'on paye 10% de plateforme, après on peut payer 5% de PayPal et après on paye 14% d'impôts, donc ça fait 29% en moins. Voilà. Donc si je rachète à 70% de la cote, bah, je fais 1%. Si j'arrive à vendre au prix de la cote. Et 1%, c'est pas suffisant. Il faut réussir à avoir une marge qui est quand même un peu supérieure à ça. Donc on est obligé de pouvoir acheter quand même un peu moins cher et de réussir à vendre plus cher. C'est le business, c'est comme ça. Mais ça implique aussi d'acheter toute une collection. Ça, c'est aussi un point qui est important. Le fait de racheter l'entièreté d'une collection, ça veut dire que moi, je vais acheter des cartes qui n'ont pas forcément, qui ont peut-être de la valeur, mais qui n'ont pas beaucoup de valeur marchande, dans le sens où elles intéressent très peu de personnes et elles vont avoir des roulements qui peuvent être très très longs. Sachant que moi, j'ai pas d'intérêt à acheter 100 fois une carte qui vaut 50 euros, quoi. Ou même 100 fois une carte qui vaut 100 euros. Les 4 premières, je vais peut-être les acheter à tel prix. Et les 96 suivantes, ça va être dégressif. Hein, parce que sinon, je m'y retrouve pas. Et même peut-être que j'achèterai pas, peut-être que j'en achèterai que 4, en fait. C'est possible aussi que ça m'intéresse pas d'acheter trop de fois une carte en quantité, mais c'est-à-dire qu'il faut pas s'attendre à avoir un prix fixe si il y a des quantités qui sont très élevées, quoi. Par exemple, les études heuristiques, moi j'en ai vendu peut-être que j'en ai vendu une centaine, donc ça m'intéresse d'en avoir, et en fait ça m'intéresse d'en racheter encore et encore. Ça, c'est pas un problème. Je sais qu'il y a un marché pour ça, je sais que la carte est jouée, je sais que la courbe elle fait que monter. Ça, c'est quelque chose qui est bien. Par contre, si on me sort je sais pas, un chameau en Arabian Night en x50, ouais, je vais avoir un peu du mal à les payer 15 pièces, quoi. Enfin, ça va plutôt être
ok, je te prends les 4 premiers à 65% de la cote de 15 euros et les suivants, le dernier, je te le paye 2 euros. Hein. Enfin, je veux dire, ça m'intéresse pas d'acheter des chameaux trop chers, quoi. Donc c'est aussi des... Bon, après, de l'arabianite, c'est un peu spécifique, parce que c'est comme une bonne édition, et donc ça m'intéresserait d'acheter des chameaux. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des cas de figure qui font que les prix peuvent être ajustés au niveau du rachat, parce que moi, je suis pas milliardaire, donc je ne peux pas tout acheter non plus, et c'est quand même dans une logique commerciale. Mais ça n'empêche que c'est possible d'acheter des collections en entier, et même si on peut me dire, ouais, tu rachètes moins cher et tout, oui, d'accord, bah... Si tu as une collection de 10 000 cartes avec des cartes à 50 centimes, je te regarde pour la valoriser à l'unité. Tu vas devoir faire le même métier que moi et quand tu vas te rendre compte qu'il faut que tu fasses 15 envois pour 8 euros toutes les semaines et que ça te prend 3 heures de faire les enveloppes, que ça te prend 50 heures de harmoniser ta collection pour pouvoir retrouver les cartes quand on te les achète et qu'après tu dois faire la queue pendant 25 minutes 3 fois par semaine à la poste. On va voir si tu veux valoriser ta collection toi-même à 50 centimes pièce ou alors si tu veux revendre en gros et te faire un billet directement. Donc c'est aussi ça qu'il y a à prendre en compte. Sachant aussi que moi je valorise des cartes que beaucoup de boutiques ne valorisent pas en termes d'achat de collection. Dans le sens où je vais quand même donner un minimum de valeur à des cartes qui ont une cote relativement faible. Parce qu'on va avoir des boutiques qui vont faire du rachat de collection, elles ne vont pas prendre en compte les cartes en dessous de 5 euros. En dessous de 5 euros. Donc si vous avez une collection qui est médium avec des cartes relativement correctes mais pas énormément de spoilers, vous pouvez avoir un prix de rachat qui est, selon les boutiques, c'est estimé, oui, ils vont racheter à peut-être 50% de la cote, mais comme dans leur cote, bah, il y a 80% de la valeur de votre collection qui n'est pas prise en compte, en fait, on va vous racheter à 10% de la cote totale, quoi, enfin, selon certaines autres boutiques, quoi. Donc c'est ça aussi, l'expertise et le fait de se faire chier, quoi. Parce que moi, j'économise des centimes et je fais attention enfin, tout ce qui est d'envoi, tout ce qui est, enfin, j'essaie de minimiser tous mes frais, je suis je suis un vendeur qui fait sa marge sur des petites sommes. C'est-à-dire que mon panier moyen, quand je vends des cartes, il est bas. Donc si je peux économiser quelques centimes, quelques dizaines de centimes par rapport aux envois et par rapport à mes routines d'entreprise, et ben répéter ça un nombre de fois, ça fait que je fais une marge qui est un peu plus confortable. Et je l'applique aussi par rapport au rachat. Donc c'est aussi quelque chose... Mais bon, c'est aussi une expertise et moi je pense que ça vaut vraiment le coup, surtout si vous avez une collection qui dort depuis quelques temps. Comme là, en fait, le lot en l'occurrence, j'ai regardé, enfin la dernière édition, c'est quoi? C'est du GRN et GRN ça commence à être, guide Ravnica là, Ravnica 2, enfin Ravnica 3 maintenant. Ça date un peu maintenant, donc la collection n'a pas été touchée depuis cette époque-là, donc ça fait 3-4 ans, et moi je peux valoriser ça facilement, quoi. Enfin, ça m'a pris là de faire ce lot-là, j'ai fait quoi, 2 heures et quart de tri, et après en estime ça m'a pris 1 heure et demie pour faire les choses bien, pour regarder tout, pour faire les calculs. Mais c'est pas très long et je pourrais faire ça me prend 1 heure et demie mais en fait en 3 quarts d'heure je peux faire l'essentiel et je passe 3 quarts d'heure de plus pour aller vérifier les cotes pour aller voir si ce truc là ça vaut plutôt 3 euros que 1,50 € quoi. Donc c'est aussi des trucs, mais ça fait partie de mon métier en fait. C'est ça aussi que les gens comprennent pas, c'est que moi faire les estimes des lots, ça me permet de connaître le marché et de le suivre. Parce que ça, la problématique, c'est pas de savoir combien les cartes valent. C'est est-ce que les prix que j'ai en tête pour telle ou telle carte sont les bons? Parce que les marchés évoluent en fait, c'est ça le problème. Comme je disais, par exemple, le trophée de l'assassin, cette carte-là, pendant longtemps, elle valait 8-9 € quoi. Maintenant, ça vaut 4-5 € quoi. Et cette différence de prix, elle est forte. Parce que ça veut dire que si par exemple j'en ai actuellement en vente qui sont sur l'ancien prix, mes prix ils sont à peut-être 14 ou 15 €, ils sont très loin du marché, donc ça veut dire que je vais devoir baisser mes prix, et si je les ai payés au prix d'avant, bah tant pis, je me fais un peu avoir quoi. Mais ça fait partie du jeu, parce que sinon on a des cartes qui sont en train de dormir pendant trop longtemps, donc c'est un peu complexe. Voilà, bon bref, je vais parler des heures et des heures. Salut, donc c'était Sébastien pour Magic Rush. N'hésitez pas à envoyer vos cartes et puis je les passerai à la moulinette et je vous proposerai un tarif de rachat. Voilà, salut!